Aloha, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je le dis tout le temps, mais ça va être un épisode hyper spécial. Vous allez voir, vous allez adorer. Aujourd'hui, je reçois Raphaël pour un interview. Et avant de commencer quoi que ce soit, Raphaël, je vais te laisser te présenter à ceux qui nous écoutent. Avec plaisir, Angélique. Merci, merci pour ton invitation. Écoute, c'est toujours difficile de se présenter, mais la version courte, c'est que je suis coach d'entrepreneur depuis 2018. Donc, ça fait 6 ans maintenant, après une carrière corporate où je dirigeais une agence de publicité à New York, où j'ai fait un peu mes armes en termes de marketing, vente, équipe, etc. Et puis, je me suis lancé dans le grand bain de l'entrepreneuriat il y a 6 ans. Et depuis, voilà, j'ai pu accompagner des centaines d'entrepreneurs, que ce soit en individuel, en groupe, dans des programmes de formation, etc., pour les aider à développer des business, bien évidemment, avec l'aspect marketing, strat, visibilité, tout ça, mais surtout à travailler leur mindset, leur gestion émotionnelle, leurs croyances, leur identité, pour qu'ils puissent non seulement développer ces business-là, mais surtout le faire en y prenant du plaisir, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, quoi. Exactement. Et on va parler aujourd'hui de mindset de toute façon, parce que c'est un sujet hyper, méga important. Mhm. Ok, parfait. Merci pour la présentation. On va faire un petit jeu. Je vais te demander qu'est-ce Mhm. que je préfère entre ça ou ça. Pas besoin de réfléchir, pas besoin d'expliquer, juste tu nous dis ce que tu préfères. Est-ce que c'est bon pour toi? Ça marche. Tant que tu me dis pas papa ou maman, ça va, parce que ça, c'est la question. Non, j'y ai pas pensé, mais non, ça va, je suis pas aussi méchante que ça. Ça marche. Alors, déjà, est-ce que tu es plutôt livre ou podcast? Ah bah, on est sur un podcast, donc je risque de me tirer une balle dans le pied, mais je suis un tel amateur de lecture que je vais dire livre quand même. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageur ou casanier? Hyper voyageur depuis toujours, et j'adore revenir chez moi à la fin d'un bon voyage, mais quand même voyageur par nature. Carrément. Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Hmm. Historiquement, je réfléchis énormément avant d'agir. De plus en plus, j'essaye de me fixer des limites pour me dire, tu sais quoi, à partir de là, ça sert plus à rien de réfléchir, donc agis et tu verras bien. Carrément. Est-ce que tu préfères bosser chez toi à la maison tranquille ou plutôt bosser dehors dans un café, un coworking? Moi, plutôt bosser dehors, mais même si possible en extérieur. J'adore bosser, par Ouais, exemple, dans un jardin ou dans un endroit où je puisse être en contact avec la nature. Là, tu me vois, je suis chez moi, mais aussi parce que je voulais avoir une bonne qualité de son. Mais sinon, bosser dehors, j'adore ça. totalement. Est-ce que tu préfères te débrouiller tout seul ou te faire accompagner? Ou me faire accompagner 1000 fois. 1000 fois. C'est tellement. C'est le fait d'avoir accès à des perspectives auxquelles toi, tu n'as pas forcément accès, des angles morts que toi, tu n'as pas identifiés. Pour moi, c'est vraiment un cadeau, quoi. Je me suis fait accompagner par tellement de profils différents et tellement de fois différentes que c'est aussi ça qui a fait l'accompagnant que je suis aujourd'hui. Totalement, je suis totalement d'accord. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Ça dépend de la saison. Mais je te dirais plutôt montagne, en fait. Parce que, je sais pas, ça me ressource davantage. Et Hmm, j'ai découvert il y a peu la montagne en été, qui est maintenant un grand kiff. Et du coup, aller faire des randos et voilà, des longues marches comme ça, respirer le bon air frais, j'adore. Même si j'aime beaucoup la plage aussi. j'adore. Est-ce que tu es plutôt team sucré ou team salé? Alors malheureusement, team sucré, ce qui est un gros problème à chaque fois que je passe devant une pâtisserie. On se comprend. Euh, je suis très 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 gourmand et en particulier pour le sucre. Donc j'essaye de faire attention à ça. On se comprend, ok. Est-ce que tu es plutôt acteur ou spectateur de ta vie? Ah bah, acteur à 1000%, mais simplement avec le bémol d'être conscient de ce qui n'est pas en mon contrôle et de ne pas essayer de garder le contrôle sur tout, mais dans chaque situation, de me dire, OK, là, qu'est-ce qui dépend de moi? Et là, clairement, de prendre ça, de prendre les rênes de ça entre les mains et de me dire, bon, si ça dépend de moi, j'y vais. Tout le reste, j'oublie et je laisse faire. Hyper intéressant. Et petite dernière question pour ce petit jeu. Est-ce que, alors que ce soit pour toi, pour te faire accompagner ou pour accompagner tes clients, est-ce que tu es Hmm. plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Hmm. Ben, faisant les deux, c'est difficile de répondre à cette question, mais moi, j'ai quand même une place particulière dans mon cœur pour l'individuel parce que c'est ce que j'ai fait depuis le début de mon activité. Et même si j'adore les dynamiques de groupe, la facilitation, l'intelligence collective, etc., je trouve qu'en individuel, on arrive habituellement à un degré de profondeur, de connaissance de l'autre, d'intimité aussi, que moi j'adore et qui me nourrit énormément. Donc, même si c'est difficile,
je dirais quand même individuel. Ok, top. On va passer à des questions un peu plus poussées où je vais te laisser prendre la parole, parler, dire tout ce que tu as à dire. Pour commencer, on va parler de l'année 2023 rapidement, donc l'année dernière. Est-ce que tu peux nous Mhm. donner un mot et nous expliquer pourquoi? Nous donner un mot pour définir ton année 2023. Hmm. Alors, je te dirais, si je pense juste d'un point de vue professionnel, je te dirais consolidation. Parce que c'est une année où, en gros, moi, pour te faire un historique rapide, donc j'ai commencé, j'ai étudié le coaching en 2018 pendant un an. J'ai commencé en 2019 vraiment à exercer. Et la première année, année et demie, comme beaucoup d'indépendants qui se lancent, bah, je me cherchais, je tentais plein de Mm. trucs, ça marchait à moitié. Et c'est que à partir de, je te dirais, 2021 que ça a commencé à vraiment décoller. Et donc 2022, année de très grosse croissance, et 2023 aussi. Mais ça a été vraiment pour moi l'année de, ouais, de la consolidation de toutes les bases, c'est-à-dire de à la fois intervenir dans des programmes de groupe qui vraiment me plaisent et avec lesquels je me sens aligné, des masterminds d'entrepreneurs, des programmes de formation, et également trouver mon rythme en fait. C'est ça que j'appelle aussi consolidation, parce qu'il y a eu des périodes, encore une fois, comme beaucoup d'indés, où j'ai énormément travaillé et je me suis rendu compte que c'était trop et c'était pas écologique. D'autres où je me suis un peu trop détendu et du coup, bah, le business peinait à avancer. Et donc là, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé mon rythme l'an dernier, c'est-à-dire celui qui me permet de vivre très bien de mon business et à la fois d'avoir vraiment du temps pour moi et pour développer d'autres choses. Donc en plus de ça, ça a été une année assez mouvementée sur le plan personnel et donc ça a été très bien de pouvoir trouver cet équilibre, Mm. ce qui m'a permis de traverser ces événements personnels un peu compliqués euh, sereinement. Donc voilà, je te dirais consolidation. Ok, hyper intéressant. On va passer du coup maintenant plutôt à l'année 2024. Je ne sais pas comment tu fonctionnes toi en début d'année. Est-ce que tu te fixes des Ouais. objectifs, peut-être des intentions ou quoi? Mais justement, est-ce que peut-être début 2024, tu t'es fixé un ou des objectifs? Et si oui, bah, lesquels sont-ils? Et est-ce que là, ça fait, ouais, on est à mi-2024. Où est-ce que tu en es au niveau de tes objectifs? Hmm. Écoute, c'est marrant, les objectifs, moi je dis toujours aux personnes que j'ai en coaching, ça n'est utile de t'en fixer que si tu sens que c'est un levier d'action pour toi et pas quelque chose qui te freine. Moi, personnellement, genre, autant tu parlais d'intention, j'adore me fixer une intention en début d'année et même parfois pendant l'année si je sens qu'il y a quelque chose qui shift en moi. Mon intention pour 2024, habituellement, c'est un mot. Ce mot-ci, cette année-ci, c'était jouer. Le fait de jouer, c'est-à-dire de me dire, OK, maintenant que ton business est stabilisé, que ça marche comme tu veux, que tu sais que tu peux gagner de l'argent, à quoi est-ce que tu as envie de jouer? C'est-à-dire avec quoi est-ce que tu as envie de t'amuser? Comment contacter ce côté un peu ludique, un peu enfantin? euh, donc voilà, ça a été l'intention de mon année. Après, je me suis fixé des objectifs de chiffre d'affaires, mais je suis vraiment très détendu avec ça. Mm. Parce que j'ai maintenant l'historique des quelques dernières années qui me montre ce que je suis capable de faire comme chiffre si je m'en donne les moyens. Et je me rends compte avec le temps de plus en plus que ma ressource la plus précieuse, c'est vraiment le temps. Et donc mes intentions et mes objectifs, c'était de trouver, enfin de créer plus de temps pour des activités extra-professionnelles qui m'épanouissent, de sport, de chant, de voyage, de toutes ces choses-là. Donc voilà, ça a bien avancé parce que j'ai eu un premier trimestre vraiment hyper actif, ce qui m'a permis de rapidement atteindre une grosse partie du chiffre d'affaires de mon année et du coup de me permettre là de faire un vrai break où je vais prendre 6 semaines, tu vois. On est en juillet alors qu'on enregistre cet épisode. Je vais pouvoir vraiment partir, faire un vrai break de déconnexion et de voyage. Donc mes objectifs, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Trop bien. Mais écoute, c'est trop bien. Je suis contente de l'entendre. Merci. Euh, Ok, top. On va parler un petit peu plus de confiance en soi, un sujet que j'adore aborder. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour toi, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Comment tu définirais ça? Hmm. Écoute, moi, ma vision ou mon approche de la confiance en soi, c'est euh, la conviction que tu portes en toi que quoi qu'il se passe, tu seras capable de trouver des solutions. Mm, Moi, c'est ma définition à moi. C'est-à-dire que quand je te dis quoi qu'il se passe, tu sais, on parlait tout à l'heure de savoir faire la part des choses entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Il y a une très grande majorité de ce qui fait notre expérience humaine qui ne dépend pas de nous. mm, Donc, au vu de ça, développer la confiance en soi, pour moi, c'est se dire, vu que il y a plein de choses qui vont pas se passer comme je l'imaginais, sur quelles ressources internes est-ce que je peux m'appuyer pour me dire qu'en fait, quoi qu'il se passe, ça ira et je saurai
rebondir, réorienter, m'adapter, etc. Ça passe évidemment par beaucoup de passages à l'action, d'expérience et évidemment de connaissance de soi. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais plus tu te connais, plus tu connais tes freins, tes leviers de motivation, tes ombres, etc., plus tu as une vision complète de ce qui fait que tu es capable de trouver des solutions. Et Mm. donc pour moi, cette confiance en soi, c'est ça. C'est pas un, comment dire, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la fanfaronnerie. C'est juste se dire, tu sais quoi, je me sens suffisamment équipé pour que si un truc ne marche pas, si un truc se passe différemment, s'il y a un imprévu, si j'ai une baisse de chiffre d'affaires, si je trouve plus de clients, si je me fais critiquer, si tout ça, que je saurais sans problème retomber sur mes pattes et avancer et utiliser ça comme un levier de croissance. Totalement. Je sais pas si toi, tu as une vision différente, vu que je sais que c'est un sujet que tu aimes bien. Non, franchement, c'est assez relié à comment tu le définis. Moi, c'est vraiment cette notion de... Alors, deux notions, on va dire. La notion de capacité, tu vois, se sentir capable de faire quelque chose ou au contraire, je me sens pas capable de le faire, tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion de capacité. Et aussi, bah, comme tu disais, cette capacité à rebondir. En fait, moi, je trouve que par expérience et même par moi, dans mon expérience à moi ou à mes clientes, t'as beaucoup ce truc de enfin, comment je pourrais dire ça? La différence entre celles qui ont confiance en elles et ceux qui n'ont pas forcément confiance en eux, c'est justement cette capacité à rebondir. Quand tu as un minimum confiance en toi, tu as confiance en toi dans le fait de, OK, là, il y a un obstacle, ça me fait chier, c'est frustrant, on va dire, mais je sais que je suis capable de rebondir, je sais que je suis capable de surmonter cet obstacle. Tu vois, c'est vraiment, bah, comme tu disais, la capacité à rebondir. Ok, donc on est assez alignés en fait. On a s'aligné, totalement. Parfait. Et justement, toi, quel conseil tu donnerais à des... Parce que bon, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneuses, mais il y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément confiance en eux? Hmm. Écoute, il y en aurait plusieurs. Le premier, qui est pour moi est fondamental, c'est de s'entourer de personnes au quotidien pour qui passer massivement à l'action, c'est la norme. Carrément. C'est-à-dire que le manque de confiance en soi, il est nourri par le non-passage à l'action. C'est-à-dire, plus tu attends, plus tu te fais des films et plus tu ne passes pas à l'action, plus tu nourris en toi la croyance que si tu passes à l'action, tu ne seras pas capable justement de rebondir s'il se passe quelque chose qui n'est pas prévu. Donc, si tu t'entoures d'autres entrepreneurs, et c'est ça la force du collectif aussi, d'autres personnes en général, pour qui c'est la norme, en fait, comme dans n'importe quel groupe, tu finis par t'imprégner des valeurs de ce groupe-là. Et donc, c'est beaucoup plus facile, de même que si tu as envie de te remettre en forme et de perdre du poids, bah, c'est plus facile si tes 10 meilleurs amis vont régulièrement au sport, si tu vas courir avec eux, etc., que s'ils restent sur leur canapé. De même, si ce que tu veux, c'est gagner en confiance en toi, bah déjà, entoure-toi de personnes qui n'ont pas peur de passer à l'action, ou du moins qui, même s'ils ont peur, le font suffisamment souvent pour apprendre et s'améliorer rapidement. Ça, c'est vraiment le premier conseil, parce on n'existe pas en autonomie, on existe dans un contexte social. Après, je te dirais aussi, le truc de j'ai pas confiance en moi, pour moi, c'est trop réducteur. C'est-à-dire que si tu regardes tous tes domaines de vie, il y a forcément des domaines dans lesquels tu sens que tu es mieux équipé que d'autres. Donc, je te dirais, regarde les domaines où tu sens que tu as confiance, que ce soit tes amitiés, que ce soit ta santé, que ce soit tes finances, que ce soit tes relations amoureuses, que ce soit, j'en sais rien, tes voyages. Euh, il- Tu peux vraiment regarder ça dans tous tes domaines de vie, mais te dire en fait, qu'est-ce qui fait dans ces domaines-là que tu dis que tu as confiance en toi? Est-ce que c'est le fait d'avoir eu beaucoup d'expérience? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'enjeux? Est-ce que c'est le fait d'avoir suffisamment répété pour pouvoir te dire c'est bon, j'ai de quoi faire pour avancer? Et de te dire, OK, dans les domaines où j'ai moins confiance en moi, quelles sont les leçons que je peux tirer des domaines où j'ai davantage confiance et comment est-ce que je peux les appliquer? Mm. Tu vois, je te donne un exemple. Si tu te dis que tu n'as aucun problème pour prendre des risques, par exemple, je sais pas, quand tu voyages, c'est-à-dire de laisser de la place à l'imprévu, de ne pas trop planifier tes journées, de, voilà, te laisser aller au flot du voyage, mais que tu as du mal à faire ça dans ton travail, peut-être dis-toi, OK, qu'est-ce qui fait que quand tu es dans un cadre de voyage, c'est pas difficile pour toi? Ok. Peut-être que c'est euh, j'en sais rien. Peut-être que c'est le fait que toi-même, tu te mets dans un mindset d'ouverture et de je décide d'explorer et il n'y a pas d'enjeu. Peut-être que c'est que tu te dis que bah, en fait, même si tu tentes un truc et que ça te plaît pas trop, ben, tu auras juste perdu 1 heure et ça t'informera mieux sur ce que tu as vraiment envie de faire. Enfin, tu vois, en tout cas, de lier ça entre tes différents domaines de vie. Et puis aussi,
d'aller voir, au lieu d'essayer de te débarrasser de ce manque de confiance en toi, d'aller te demander en fait quels sont les avantages que me confère ce manque de confiance en moi. Je sais que c'est contre-intuitif, Ouais, mais euh, il y a aussi des inconvénients à avoir tout le temps confiance en soi. Le fait de, par exemple, moins se remettre en question, le fait d'être davantage peut-être assis sur des certitudes, d'appliquer des méthodes avec moins de créativité. Euh, donc, toutes ces choses-là, si tu sens que tu manques de confiance en toi, dis-toi comment je peux utiliser ça à mon avantage. Et notamment quand tu débutes. Dans l'entrepreneuriat, je sais que c'est très commun quand tu débutes de ne pas avoir tellement confiance en toi. Mais du coup, peut-être que tu peux te dire, OK, vu que j'ai encore tout à construire et que j'ai pas grand-chose à perdre au stade où j'en suis, comment est-ce que je peux utiliser ces doutes pour offrir la meilleure expérience possible à mon audience et à mes clients? Peut-être que c'est avec plus de réactivité, avec plus de créativité, avec du temps que je vais dédier à me poser plus de questions et offrir des solutions plus personnalisées, etc. Donc, ça, c'est une autre piste aussi, de ne pas essayer d'en faire un ennemi, mais de voir tout ce que tu peux en tirer de bon. totalement. Je n'ai rien Ouais, à ça te parle? rajouter. Ça me parle absolument. Il y a un truc sur lequel je voulais rebondir, ouais, c'est que en vrai pour moi, alors comment je pourrais expliquer ça? Le manque de confiance en soi n'existe pas vraiment dans le sens où, comme tu le disais, bah, en fait, on est tous, enfin, c'est souvent là en mode ouais, j'ai pas confiance en moi et tout. Et en fait, bah, comme tu dis, bah, ça dénigre quelque part. Du coup, ça te fait encore plus perdre confiance en toi. Alors qu'au final, bah oui, il y a des domaines où tu n'as pas forcément confiance en toi et des domaines où tu as confiance en toi. C'est comme moi, dans mon cas. Ça, j'aime bien prendre cet exemple, tu vois, pour montrer que c'est parce que tu es coach mindset que ça y est, tout est beau, tout est rose. Moi aussi, j'ai encore des peurs, moi aussi, j'ai encore des doutes. Par ma part, des domaines où j'ai confiance en moi, bah, c'est quand je parle de confiance en soi, quand je parle enfin, dans le business, dans le perso, etc. Par contre, il y a un domaine précis où j'ai pas forcément confiance en moi, où je sais que, comment dire, ça pêche un petit peu, c'est le fait de passer mon permis. C'est un truc que je recule depuis longtemps. Il y a Hmm. différentes raisons derrière, mais tu vois, il y a ce côté-là de ça ne m'empêche pas d'avoir confiance en moi. Alors qu'il y a des domaines où j'ai pas forcément confiance en moi, ça ne m'empêche pas de pas avoir confiance en moi de manière globale parce que j'ai décidé de voir où est-ce que ça marchait et de voir où est-ce Mhm. que ça marchait pas pour pouvoir améliorer justement ça. C'est comme si tu faisais un bilan de vie un petit peu pour voir bah, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que tu peux garder, améliorer et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu peux optimiser, qu'est-ce que tu peux améliorer. Ouais, carrément. Et tu vois, l'exemple du permis, il est intéressant parce que encore une fois, quand on s'arrête à la phrase j'ai pas confiance en moi, c'est comme si on mettait tout dans un même sac. Mm, Donc, moi, ce que j'inviterais aussi les gens qui nous écoutent à faire, c'est à essayer de faire des phrases qui soient un peu plus détaillées et un peu plus précises. Par exemple, en disant je n'ai pas vraiment confiance dans ma capacité à trois petits points. Parce que dans ne pas avoir confiance en soi, si tu appliques ça dans un domaine pro, ça peut s'exprimer de mille façons différentes. ouais. Est-ce que c'est j'ai pas confiance dans ma capacité à trouver des clients, dans ma capacité à servir mes clients, dans ma capacité à me rendre visible, dans ma capacité à affronter les objections, dans ma capacité à fixer des tarifs à la hauteur de mes envies. Enfin, tu vois. Donc, moi, j'inviterais déjà nos auditeurs à se demander quels sont les points beaucoup plus précis que juste la confiance en soi qui les bloquent. Et ensuite, toutes ces croyances-là, elles naissent forcément à travers des expériences qu'on a vécues et qui nous ont fait développer ces croyances. C'est-à-dire, on ne naît pas quand on est bébé, on ne naît pas avec ces croyances ancrées en nous. Donc, un truc vachement important pour développer cette confiance en vous, c'est d'aller identifier les événements fondateurs qui ont fait qu'un jour, vous avez reçu le message ou développé la croyance de tu n'es pas bon dans telle chose, tu ne sais pas te vendre, tu ne sais pas te rendre visible, les gens vont te critiquer, etc. Et d'aller revisiter, donc soit tout seul, soit en vous en accompagné, c'est pour ça qu'on a un métier, euh, ces événements fondateurs-là pour vous demander en quoi est-ce que je peux changer le prisme avec lequel je regarde cet événement. Et en quoi, même si je l'ai étiqueté comme l'événement qui m'a fait perdre confiance en moi, quelles sont toutes les façons dont cet événement m'a en fait gagner confiance en moi. Mm, C'est-à-dire m'a rendu plus fort, m'a permis de dépasser certaines choses par la suite, m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui, etc. Et c'est en allant revisiter ces événements-là que tu pourras voir que, en fait, tu as choisi de le voir à travers un prisme qui est j'ai perdu confiance en moi, mais que tu peux totalement choisir de le voir à travers l'autre prisme de regarde tout ce que ça m'a permis. mm, totalement. Changer sa perception des choses et au lieu de, ouais, c'est au lieu de voir le verre à moitié vide, voir le verre à moitié plein et regarder en fait, ok, bah, j'ai eu ça comme événement, telle croyance et tout, mais regarde ce que ça m'a apporté. C'est vraiment aller Mhm. changer ses, ouais, changer ses lunettes et c'est ça que j'aime bien aussi dans les accompagnements, le fait de se faire accompagner.
c'est que ça te permet d'avoir un regard extérieur. Par exemple, toi et moi, bah, on a la tête dans le guidon de notre business, comme tout le monde. Et le fait d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui est passé par là où tu passes ou qui a une certaine expertise, etc., le fait d'avoir ce regard extérieur, ça te permet de voir en fait tout ce qui se passe, des choses que tu ne vois pas forcément ou des choses que tu ne vois pas forcément de la bonne manière. Donc, c'est vraiment, ouais, venir changer la perception que tu as des choses, quoi. Exactement, qui est en fait la seule chose que tu pourras toujours contrôler. C'est-à-dire que Totalement. les événements extérieurs, tu ne peux pas, mais ta liberté absolue en tant qu'être humain, elle réside dans ta capacité à décider comment tu interprètes ce qui t'arrive. Tu vois, c'est marrant, en 30 secondes, j'ai un très bon exemple de ça qui vient de me venir, euh, de la question de la perception, qui est une de mes coachées justement, avec qui on parlait, qui avait l'ambition, son business marchait très bien, elle avait deux, trois freelances déjà avec elle, mais elle avait vraiment l'ambition de construire une équipe pour aller faire grandir son business. Mm. Or, elle avait la croyance, elle, justement, de je ne sais pas manager. C'est-à-dire, je ne suis pas une bonne manageuse. Donc, manque de confiance en soi dans sa capacité à mener une équipe, à manager, à prendre des décisions, etc. Donc, on est allé creuser ça en coaching et on a vu que on a identifié l'événement fondateur, qui était un retour assez agressif que lui avait fait une ancienne manageuse à elle, en critiquant son style. Et donc, elle avait ancré ça, sauf qu'on est allé revisiter cet événement-là en voyant toutes les façons dont cet événement l'a servi ensuite. Ça lui a permis de quitter cette boîte-là et de se lancer dans l'entrepreneuriat et de gagner confiance en elle. Ça lui a permis de se défaire de critères de management qui, en fait, lui correspondaient pas pour décider quelle manageuse elle voulait être, elle, etc. Bref, je te la fais très courte. On a débloqué ça. Elle a commencé à embaucher et à manager, et maintenant elle fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires avec toute son Mm. activité. Parce que elle a choisi de se dire, je ne suis pas défini par cette expérience que j'avais labellisée d'une certaine façon. Et en fait, je peux choisir de voir que je suis une excellente manageuse, juste pas selon les critères qu'on m'avait fixés. Totalement. Hyper intéressant et hyper inspirant. J'adore. On va parler un peu plus de mindset cette fois-ci, même si j'imagine quand même ta réponse à la question, mais j'aimerais bien savoir pour toi le pourquoi du comment, on va dire. Est-ce que pour toi déjà, le mindset, c'est important dans le business? Et si oui ou sinon, pourquoi? Pourquoi c'est important? Ou pourquoi ça l'est pas? Ah bah oui, oui, quand même, vu que c'est quand même un petit peu mon métier d'aider des entrepreneurs à travailler leur mindset, oui, il vaut mieux que j'y croie. Bien sûr que c'est fondamental. Enfin, dans le business et dans la vie en général, c'est-à-dire, en gros, tout ce qu'on fait, une très grande partie de ce qu'on fait est dictée par notre inconscient. Donc, Mm. pour moi, la mission d'une vie, c'est de mettre de plus en plus de lumière sur les mécanismes inconscients qu'à l'origine on ne voit pas, pour pouvoir avoir une vision de plus en plus complète de pourquoi on fait ce qu'on fait. En gardant en tête qu'il y a une chaîne logique entre les croyances qu'on a développées, les comportements, enfin les décisions qu'on prend, les actions qu'on met en place et du coup les résultats qu'on a dans nos vies. Ça vaut dans tous nos domaines, hein. Ça vaut dans nos relations, ça vaut dans notre business, etc. Donc, ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire moi, ce que je vois comme étant la connaissance de soi, l'identification de ces schémas de fonctionnement, de ces croyances, etc. Mm. En fait, tant que tu ne mets pas en lumière ces schémas-là, tu continueras de les répéter sans comprendre pourquoi tu fais toujours la même chose et pourquoi tu te heurtes toujours au même mur. Et donc, bien évidemment que c'est fondamental quand on veut une vie épanouissante, de mettre de la lumière là-dessus, non pas pour ne pas les répéter, mais pour être conscient quand on se comporte d'une certaine façon de pourquoi on le fait. Et pouvoir réellement retrouver son pouvoir de choix, sa liberté. Donc, les résultats qu'on a en business étant une conséquence directe des actions qu'on met en place et donc de ces croyances-là, ben, mathématiquement, si on veut des résultats, on doit comprendre pourquoi on met en place certaines actions, et du coup, on doit comprendre quelles sont les croyances qui les drivent. Donc, pour moi, en fait, tout est lié. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer le business et le mindset. C'est-à-dire, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde et la stratégie la plus efficace de marketing. Si au fond de toi, tu as des croyances qui t'empêchent d'avoir accès à ces résultats-là, tu trouveras toujours des façons de saboter ta stratégie. Et de même, si tu as identifié très bien tes croyances, mais que tu n'as pas quelqu'un qui te botte un petit peu pour te passer à l'action, bah, tu n'auras pas de résultat dans ton business. Donc, ces deux trucs-là, ils sont Mm. indissociables. C'est pour ça que pour moi, ça doit faire partie de n'importe quel accompagnement, de coaching, etc., de travailler ces deux choses-là en même temps, parce qu'elles sont complètement liées. Je suis totalement d'accord avec toi et je n'ai rien à rajouter. Et justement, tu vois, ça permet de comment dire?
de faire un bond, enfin un pas vers la prochaine question. Pour toi, Mhm. quels sont allez, les deux, trois grands piliers, les deux, trois grandes choses à mettre en place dans son business pour en vivre sereinement et confortablement? Hmm. Ouh, elle est vaste cette question. Alors, bah, déjà, la première chose qui semble évidente mais qui mérite la peine d'être soulignée, c'est de définir ce que ça veut dire pour toi sereinement et confortablement. C'est-à-dire qu'on va tous avoir des définitions différentes de ça. Peut-être que pour certains, il y aura des éléments de chiffre d'affaires, pour d'autres de liberté géographique, pour d'autres de choix de tes clients, pour d'autres de un certain nombre d'heures de travail par semaine. Enfin, tu vois, on a tous des définitions différentes. Donc déjà, de définir ce que c'est que le succès auquel tu aspires pour toi, pour ne pas te retrouver à poursuivre les règles ou la définition du succès de quelqu'un d'autre. Mm. Ensuite, une fois que tu as défini ça, en fait, tout dépend du stade d'avancement où tu en es dans ton business. C'est-à-dire que j'ai passé mes premières années à coacher beaucoup d'entrepreneurs débutants, c'est-à-dire des personnes qui soit étaient en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, soit gérer leur transition depuis le salariat, soit étaient en train de commencer à développer leur business. Donc, pour ça, je te dirais, c'est pas comment on appelle ça? Je veux dire, c'est pas une science très compliquée. Dans les premiers temps et jusqu'à consolider ton business, euh, rester focus sur tes priorités, c'est le plus important. Quand je dis tes priorités, ça veut dire connaître à fond le client idéal auquel tu t'adresses, avoir une offre dont tu sais qu'elle répond à ses problèmes, Mm. et avoir une stratégie de visibilité qui te permet de te mettre encore et encore et encore en face de ces personnes-là, là où elles se trouvent. En gros, je schématise beaucoup, hein. Mais en gros, rester focus tu vois, un client idéal, une offre, un positionnement, un canal de visibilité, jusqu'à arriver à un niveau de chiffre d'affaires qui te permet ensuite de te diversifier si tu le souhaites. Mais le plus gros piège au début, c'est Ouais. d'essayer de t'éparpiller et d'essayer de faire plein de choses en même temps. Donc, je te dirais, la base, c'est ça. Après, il faut être au clair aussi sur pourquoi est-ce que tu fais les choses. C'est-à-dire, encore une fois, ça fait partie de ta définition du succès, mais de décider euh, non pas juste qu'est-ce qui va marcher, mais qu'est-ce qui va m'épanouir pendant que je le construis. Mm. C'est vraiment une des très grosses différences que je vois entre les entrepreneurs qui tiennent dans la durée et les entrepreneurs qui se crament, c'est que souvent, ceux qui se crament, ils veulent soit aller trop vite, soit répondre à des injonctions de l'entrepreneuriat, du business en ligne en général, qui en fait ne sont pas alignés avec leurs envies à eux. Donc, dans la partie sereinement dont tu me parlais tout à l'heure, il y a un élément fondamental qui est c'est-à-dire à quoi est-ce que toi tu veux que ton quotidien ressemble? Dans quoi est-ce que tu prends du plaisir? Dans quoi est-ce que tu es naturellement forte? Et mettre ça au cœur de ta pratique. Pour ne pas te dire juste je me force à faire des trucs parce qu'on m'a dit qu'ils allaient marcher, parce que ça tient un mois, 2 mois, 3 mois et ensuite ça craque. Donc, je pourrais encore élaborer beaucoup sur le sujet, mais je te dirais que c'est ça les piliers. Être au clair sur ta définition du succès, euh, établir un pourquoi tu fais les choses qui est suffisamment fort pour te donner de la motivation intrinsèque, et au moins dans les 2, 3 premières années, rester hyper focus sur un client, un positionnement, un marché, une stratégie de visibilité. Totalement. Bah, tu vois, pour moi, les trois choses que tu viens de dire, ça fait partie des bases. Et trop souvent, je trouve que, et je le remarque chez mes clientes, et même chez moi par le passé, trop souvent, ce qui va pêcher, ce qui fait que bah, tu vas pas tenir sur le long terme, justement, c'est que tes bases ne sont pas assez fondées, ne sont pas assez solides. Et je le vois un peu, j'aime bien le comparer, tu sais, à une maison. Quand tu construis une maison, bah, tu commences pas par le toit, tu commences par le sol. Et bah, des fois, tu as des gens dans le business, ils veulent aller trop vite, ils veulent sauter des étapes. Et moi, la première, ça m'est arrivé on veut sauter des étapes et tout, et au final, on se retrouve à commencer par le toit, et au final, bah, sur le long terme, bah, forcément, ça ne tient pas parce que bah, les bases ne sont pas solides. Et le fait de revenir aux bases, de revenir au client idéal, à toi, qui tu es, apprendre à te connaître, etc., bah, c'est ça, en fait, qui change la donne, quoi. Totalement. Le client idéal, vraiment, je sais qu'on l'entend à toutes les sauces, mais Ouais. c'est tellement important. Au-delà du concept marketing de client idéal, il faut se souvenir que toutes les démarches de visibilité et de marketing, ce ne sont en fait que des conversations. Mm. C'est tout. Qui peuvent être à l'oral, à l'écrit, en vidéo, avec une personne, avec plein de personnes, ce que vous voulez, mais ce ne sont que des conversations. Avant d'être des prestataires et des clients, on est des êtres humains qui parlent à d'autres êtres humains. Donc, c'est vraiment important de garder en tête que les besoins de son client idéal, c'est ça qui va faire qu'on aura un discours percutant, qu'on saura aller leur parler de leurs vraies peurs, de leurs vraies envies, de ce à quoi ils aspirent, etc. Mm. Donc, ce travail d'identification de ces besoins-là, en fait,
on ne le fait pas juste une fois au début. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement dans son activité pour rester aussi en contact avec ben, les évolutions de ces besoins-là, avec voir si notre offre colle toujours à ces besoins-là ou s'il y a des modalités d'accompagnement qui peuvent être différentes. Par exemple, moi, j'accompagne beaucoup de formateurs, de personnes qui ont des programmes de formation en ligne. Et le marché de la formation en ligne, il a énormément évolué dans les 4 ou 5 dernières années. C'est-à-dire ce qui se vendait il y a 4 5 ans, par exemple des formations en pure autonomie, ça, les gens n'en veulent plus. Ouais, C'est-à-dire que maintenant, il faut souvent des programmes hybrides avec de l'accompagnement, avec parfois du coaching, avec parfois enfin, des éléments dedans du groupe, de la communauté euh, qui était encore très peu présent il y a quelques années. Donc, surtout, sortez vos antennes et restez à l'écoute des évolutions et de votre marché, et des besoins de vos clients, parce que c'est ça qui vous permettra de toujours y coller. carrément. Je suis totalement d'accord. Petite anecdote. Mhm. euh, je crois que c'était en 2021, si je dis pas de bêtises. En 2021, quand je me suis lancée, je crois que c'est une des premières formations que j'ai fait. J'ai rejoint la BSB Academy de notre chère Aline. Mhm. Ok. Et je me rappelle, et même là pour la mise à jour, je sais que c'est toujours là, tu faisais des vidéos bah, sur le mindset, justement, un peu en mode punchline. Et d'ailleurs, deuxième anecdote, j'ai la joie et le plaisir de pouvoir dire que grâce à ma confiance en moi et mon culot, j'ai réussi à être coach cette année dans la formation d'Aline. Donc ça, c'est une belle réussite. Mhm. Trop Euh, bien. mais justement, j'en viens à ma question, vu que pour moi, tu es un peu le monsieur punchline du mindset, on va dire, tu as, des bonnes punchlines. Est-ce que tu peux... J'aimerais finir cet épisode de podcast avec une punchline, là, soit par rapport à ce qu'on vient de dire, soit par rapport à quelque chose d'autre qui vient en tête, mais une punchline, un déclic, là, que tu pourrais nous partager pour tous ceux qui nous écoutent. Oh là là, tu sais, après 6 ans et des milliers d'heures de coaching, trouver une seule punchline, c'est compliqué. Euh, Puis surtout, enfin bon, je vais te dire ce qui me passe par la tête, hein, mais le côté punchline, tu vois, phrase inspirante sur Insta, etc., c'est très bien, mais ça ne vaut que si les personnes qui nous écoutent prennent vraiment le temps de se Oui. demander comment ça s'applique à elles et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Pas juste se dire, ah tiens, j'ai entendu une punchline cool. Écoute, je pourrais t'en citer plein, mais une qui est très présente pour l'avoir vraiment très régulièrement en coaching et à laquelle les gens ne sont pas très habitués, c'est que ce que j'observe, c'est que souvent, ta peur future est en réalité ton, comment dire, est en fait ta réalité actuelle. C'est-à-dire, souvent, quand j'explore de quoi les gens ont peur, Mm. je me rends compte qu'en fait, enfin, on se rend compte ensemble qu'en fait, c'est déjà la situation dans laquelle ils sont, mais ils ne l'avaient pas vu comme ça. Je te donne un exemple, ce sera plus concret. Typiquement, parfois, moi, j'ai coaché des gens qui me disaient, j'ai peur de prospecter pour me rendre visible. Donc on pourrait se dire la prospection, c'est quelque chose qui est dans le futur, donc qui n'a pas encore été fait. Mais quand on va creuser, je leur dis, OK, dans le fait de prospecter, qu'est-ce qui te fait peur? Ben, peut-être qu'un prospect me dise non et me rembarre. OK? Dans le fait que ce prospect te dise non, qu'est-ce qui t'embête? Ben, le fait que je n'aurai pas de client et que cette personne ne travaillera pas avec moi. Je schématise, hein. Donc là, je lui dis, OK, est-ce que cette personne travaille déjà pas avec toi? Bah oui. OK. Donc en fait, ta peur future, c'est ta réalité présente. On est d'accord? Mm. C'est ça. Bah oui. OK. Donc à partir de cet endroit-là, c'est-à-dire de se rendre compte que ce qu'on craint comme une possibilité, c'est déjà souvent notre réalité, ben là, c'est beaucoup plus facile de faire ce switch de ah bah OK, en fait, j'ai littéralement rien à perdre, donc j'avance. Donc juste demandez-vous, vous qui nous écoutez, si vous avez des craintes relatives au futur, demandez-vous en quoi est-ce que ces craintes sont déjà présentes dans votre réalité maintenant. Parce que c'est ça qui vous aidera à vous défaire de cette peur-là en vous disant c'est déjà le cas, donc j'y vais, je passe à l'action. Mm. Totalement. J'adore. Merci beaucoup, Raphaël, pour tout ça, pour toutes tes réponses qui vont, je pense, faire pas mal de déclics chez ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin avant qu'on coupe l'interview? Hmm. Sur quel sujet spécifiquement, tu me dirais? Parce qu'un mot de la fin, il pourrait y en avoir beaucoup. Par rapport à tout De ce quoi qu'on tu vient penses de que dire, ton audience a alors, le plus besoin? si on reste sur le truc de confiance en soi, confiance en soi, parce que c'est souvent un truc qui bloque, c'est tout ce qui est syndrome de l'imposteur, tout ça, peut-être quelque chose, un petit mot de la fin sur le fait d'oser. Hmm. Ok. Ouais, écoute, je te dirais bah, plusieurs choses. D'abord, vraiment, l'expérience me montre, et encore une fois, pour passer ma vie à coacher des entrepreneurs et avoir moi-même développé un business, que contrairement à ce que pensent beaucoup d'entrepreneurs qui débutent,
le plus grand risque, c'est pas l'échec, c'est la paralysie. Mm, C'est-à-dire, c'est de ne rien tenter et donc du coup de rester à alimenter les croyances qui te font penser que tu n'y arriveras pas. Euh, Par rapport au fait d'oser, ce que je veux vous dire, c'est qu'en entrepreneuriat, tout est rattrapable. mm, Tout est rattrapable. C'est-à-dire tout ce que vous allez tenter et qui va foirer, et spoiler, il y a plein de trucs qui vont foirer et qui vont pas se passer comme vous le voulez, toutes ces choses-là, et c'est une très bonne nouvelle, toutes ces choses-là sont complètement rattrapables. La seule chose qui n'est pas rattrapable, c'est le temps que vous aurez perdu à ruminer et ne pas agir. Donc, et encore une fois, je vous le dis vraiment, basé sur une expérience très concrète, d'avoir accompagné beaucoup de monde sur ces sujets-là, et de vous dire que ceux qui avancent le plus, c'est pas ceux qui ont toutes les réponses, c'est pas ceux qui, à chaque fois qu'ils tentent un truc, le réussissent, etc. C'est ceux qui se posent suffisamment de questions pour créer une direction, passent vraiment massivement à l'action et tentent plein de trucs. Il y en a plein qui ne se passent pas comme ils voudraient. Ils apprennent, ils se demandent ce qu'ils peuvent faire différemment la prochaine fois et ils avancent comme ça. Donc, encore une fois, réévaluer le risque de l'échec, parce que le risque de l'échec, en réalité, il n'existe pas. À part des mini-trucs, mais qu'on peut tous vraiment dépasser de bon, j'ai une petite blessure d'ego, je me suis pris une critique, etc. Mais vous avez déjà dépassé des trucs bien plus graves que ça dans vos vies. mm. Donc, juste, quand vous hésitez à passer à l'action, dites-vous que tout le temps que vous perdez maintenant, vous ne pouvez pas le rattraper. Donc, euh, donc juste voilà. Oser, tout est rattrapable et c'est comme ça qu'on apprend. Super. On va rester sur ce mot de la fin qui est hyper important. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous mettrez de toute façon son Instagram dans la description, comme ça vous pourrez rejoindre l'univers de Raphaël. Merci Raphaël, merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne journée et bon voyage, direction le bonheur. Ciao, ciao!